Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Cela fait plusieurs années que dans le débat politique en général et le débat public, on voit des ingérences étrangères. Mais c'est aussi dans la vie quotidienne des Français. La fameuse polémique sur les punaises de lit qui venait percuter la préparation des JO. Et la question qui nous est posée, à laquelle nous allons tenter de répondre, c'est de voir quels sont les moyens dont nous disposons aujourd'hui. Sont-ils suffisants? Nous engageons un travail, bien sûr auprès des services de renseignement, bien sûr aussi auprès de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là depuis de nombreuses années. Et le Sénat examine actuellement donc un texte de loi qui vise à lutter contre les ingérences étrangères avec un focus particulier sur la situation en Nouvelle-Calédonie, considérée comme vulnérable en raison de sa situation politique tendue. Et alors que tous les regards se retournent vers la Russie pour l'affaire des mains rouges taguées sur le mémorial de la Shoah, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que tous les pays ne jouent pas de leur influence, à commencer par la France? On a longtemps parlé de la France-Afrique. Est-ce que ce n'est pas une méthode courante partout dans le monde? Est-ce une nouvelle ligne Maginot qu'on veut créer? Et à cette question, peut-on se protéger contre les ingérences étrangères? Vous dites oui à 62%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Nathalie Goulet est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice, centriste, vice-présidente de la commission d'enquête sur les influences étrangères au Sénat. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. En effet, pour suivre la présentation de notre ami Philippe David, on aurait pu penser que les ingérences étrangères, au sens banal, étaient naturellement la rançon d'une vie internationale où chaque pays, n'étant pas une entité close, va naturellement chercher à séduire ou à influencer l'autre pays proche ou lointain. Mais évidemment, n'étant pas naïf, je constate que depuis quelques années, on focalise à juste titre sur des ingérences étrangères qui ont pour visée une hostilité forte à l'encontre de la France. Et tout à l'heure, j'attends avec impatience la réponse de Madame la sénatrice qui viendra nous dire à partir de quand une influence étrangère devient véritablement délétère et à partir de quand il faut s'en protéger par une loi. Olivier d'Artigol. Elles ont toujours existé depuis qu'existent les sociétés humaines. Le fait de mesurer l'influence venant d'ailleurs. Ce qu'on attend du travail parlementaire et du Sénat, d'ailleurs je profite de la présence de la sénatrice pour saluer le travail sénatorial sur différentes questions. Ce qui nous permet de prendre un peu de hauteur par rapport à la manière dont nous prenons certains sujets d'actualité parfois. C'est de mesurer la nature exacte de ces influences, leur dimension, leur ampleur, car ce sujet peut parfois aussi être un peu instrumentalisé. Je ne sais pas où nous en sommes vraiment sur l'influence azérie en Nouvelle-Calédonie, il doit y avoir des choses qui existent, mais de là à faire porter sur cette influence azérie le fiasco qui relève de responsabilité politique nationale, il y a un pas que je ne franchis pas. Mickaël Sadoun. Moi, c'est un troisième angle que je vais explorer, donc comme ça on aura une approche assez complète. Je ne sais pas si ce sera le plus pertinent et le plus intelligent, j'en doute compte tenu de la qualité de nos deux autres intervenants. Bien, vous pouvez arrêter mais L'essentiel est dit. L'essentiel est dit, mais moi je voulais savoir quelles étaient les mesures qui pouvaient permettre de contrer ça. Est-ce que les déclarations d'intérêt ont une véritable utilité pour voir s'il y a une porosité au niveau politique par rapport aux influences étrangères? Et moi, la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce qu'il y a des systèmes politiques dans lesquels les ingérences étrangères sont plus fructueuses? Est-ce que notamment quand il y a un fort rôle du Parlement et que le pouvoir est assez éclaté et explosé, il y a plus de possibilités d'infiltration, je dirais, pour des puissances étrangères? Madame la sénatrice, alors moi déjà, avant de répondre à tout le monde, qu'on soit clair, est-ce qu'il y a une nuance entre influence et ingérence, ce qui est intéressant? Oui, bien sûr, il y a une différence. Alors d'abord, petit préalable, nous avons effectivement une commission d'enquête sur les ingérences étrangères et dont je ne vous parlerai pas. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est fini, on arrête l'émission. Voilà. Mais aujourd'hui, commence arrive un texte de l'Assemblée nationale précisément sur le même sujet. D'accord. Oui. Donc ce dont je vais vous parler, c'est du texte qui est en débat, qui a été en débat à l'Assemblée nationale et qui vient et qui percute la commission d'enquête qui est en cours et qui n'est pas finie et sur laquelle je ne vous dirai
Rien. Bon, voilà. Vous reviendrez. Je reviendrai avec plaisir, d'autant que j'ai entendu le président et le rapporteur qui s'exprimaient dans la présentation de la commission d'enquête. Donc là, on est bien clair, on est sur le texte qui vient cet après-midi. Donc évidemment, on a tous des politiques d'influence. La France en a d'ailleurs aussi. Vous avez parlé de la France-Afrique, ça c'était encore autre chose. Mais des politiques d'influence, on a des politiques d'influence et c'est normal, c'est tout à fait clair. La différence entre l'influence et l'ingérence, c'est quand on va modifier ou altérer ou pousser des comportements gouvernementaux, voilà. Et donc là, c'est tout à fait différent. C'est quand on interfère finalement. Et donc oui, il y a effectivement une différence. Et le texte qu'on va voter aujourd'hui, dans la nuit, ce soir, est un texte qui vise à mieux encadrer les ingérences étrangères. Mais les ingérences étrangères ne sont pas que du fait de régimes autoritaires ou totalitaires. Des pays démocratiques le font couramment. Je vais prendre un exemple. Dans l'immédiate après-guerre, pour faire imploser la CGT, la CIA a payé FO pour être créée. C'est pas bien. Et pour... Oui, mais nos amis américains, avec la politique du dollar, avec l'extraterritorialité du droit américain, avec l'absence de souveraineté du cloud et la souveraineté numérique qu'on n'a pas, ils ont plus que de l'influence. Voilà. Donc on peut tout à fait avoir un pays ami qui a des comportements d'ingérence et d'influence sur la France. Madame la sénatrice, allez-y. Non, je voulais juste qu'on revienne peut-être sur les mesures, les 3-4 mesures principales pour qu'on puisse qu'on soit tous au même niveau, les auditeurs qui nous écoutent. Alors aujourd'hui, il y a donc le texte qui nous est proposé comporte 4 ou 5 dispositions, un registre de façon à ce que les lobbies notamment puissent se déclarer et s'inscrire sur un registre. C'est le principe qui est déjà depuis, en tous les cas, les lois Sapin et même avant, de la haute autorité de la transparence de la vie publique, qui d'ailleurs fait un travail remarquable et qui est vraiment un gendarme tout à fait efficace, et moi je trouve ça très bien. Donc on a toutes ces procédures maintenant qui vont être votées aujourd'hui de plus de transparence. Là où il y a de la transparence, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire le choix que vous voulez. S'il est transparent et il est au vu de tout le monde, ça ne pose aucun problème, sauf de votre choix personnel. La deuxième disposition, évidemment, concerne l'utilisation d'un algorithme. Donc ça, c'est un système, évidemment, pour nos services de sécurité et nos services de renseignement. Et puis, il y a la prévision d'un rapport qui sera rendu au Parlement pour pouvoir suivre tout ce travail. Et enfin, et ce n'est pas complètement anodin, c'est la possibilité de geler des avoirs de puissances étrangères qui auraient commis des ingérences sur le territoire. Il faut toujours frapper au porte-monnaie. On parlait tout à l'heure de l'argent du terrorisme ou de l'argent des délinquants. Frapper au porte-monnaie, c'est une bonne solution. Philippe Bilger. Est-ce qu'au fond, Madame la sénatrice, le grand partage, est-ce qu'on pourrait dire l'influence la plupart du temps est bienveillante, l'ingérence est hostile? Oui, on peut faire ça comme ça, mais même l'influence peut être hostile aussi. Oui. Mais si vous voulez, moi je crois beaucoup aux mesures de transparence. Vous pouvez faire les choix que vous voulez, on est en démocratie. Mais à partir du moment où on a la haute autorité, où on a évidemment de la transparence, alors à ce moment-là, chacun peut savoir ce que vous faites. Et si vous voulez, le glas, je crois, du système, c'est quand même le Qatargate, qui d'ailleurs a disparu des radars, qui est dans le triangle des Bermudes, dont on n'entend plus parler, alors que quand même, on est à la veille d'élections européennes, avec quand même un problème extrêmement sérieux. Avec un problème extrêmement sérieux. Est-ce que le travail parlementaire va vers des préconisations concernant les ingérences qui peuvent s'exercer sur des élus, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, sans rappeler une actualité assez récente au niveau du Parlement européen? On a vu que cette question peut se poser. Alors justement, l'article premier de la loi, enfin du texte, de la proposition de loi qu'on va voter tout à l'heure, étend effectivement le nombre des personnes visées. On a aussi quelques demandes d'extension, c'est sur un mandat. Le mandat qu'aurait évidemment une personne recevrait une personne étrangère, et c'est aussi la façon d'approcher des élus. Alors il se trouve que les parlementaires européens sont pas considérés comme élus pour l'instant. Je crois qu'il y a une série d'amendements qui les visent. Pour l'instant, ils sont pas dans la liste. Mais oui, bien sûr, c'est le principe. Et il y a même des maires ou des élus de villes importantes qui sont considérés et qui font partie de la liste des gens
pour lesquels il faut se prémunir avant de les approcher. Ça me semble assez normal. Michael Sadoun. Moi, ma question, c'est que vous parliez tout à l'heure d'un registre sur lequel on pourrait inscrire les lobbies. Est-ce que vous pensez que les lobbies ont vraiment leur place en République, puisqu'on a tendance à considérer quand même en France qu'un élu représente globalement l'intérêt général, conception rousseauiste, je dirais, de la politique, alors que les lobbies viennent plutôt du système anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on autorise les représentants d'intérêts particuliers à s'immiscer dans la vie politique. Et on a l'impression que ces lobbies-là sont très bien tolérés au niveau européen parce que c'est une autre culture politique, mais en France, les gens, je les vois, sont inquiets de ça. Et on l'a vu au moment du Covid, comme les gens aussi avaient peur de cette influence de Big Pharma. On sait comme la venue de Microsoft aussi inquiète évidemment les citoyens français, tout ce qui concerne la souveraineté numérique et la propriété de leurs données. Est-ce que vous considérez vraiment qu'il n'y a pas une dissension entre le niveau européen et le niveau national? Et est-ce que, encore une fois, les lobbies ont leur place en République? Je vais ajouter un mot à ce que dit Michael Sadoun. Quand Obama a fait voter la loi santé aux États-Unis, chaque membre du Congrès avait 100 lobbyistes à rencontrer, pratiquement, avait des demandes de 100 lobbyistes à rencontrer pour voter la loi. Alors, bon... Le lobby en question, enfin le mot lobby, c'est pas forcément un gros mot. D'abord, globalement, enfin je parle pour moi je suis pas compétente sur tous les sujets. Bon, on a un certain nombre de sujets sur lesquels on est compétent et d'autres sur lesquels on l'est moins. Bon, alors après c'est votre liberté de rencontrer des gens, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Bon, ça devient un tout petit peu plus difficile ou un tout petit peu plus complexe et ça suppose un certain nombre de démarches. Si ces gens vous emmènent en voyage, si vous emmènent à la Tour d'Argent, si vous font des cadeaux, etc. Là, on passe dans un deuxième registre qui est le registre de la transparence et de la déclaration. Voilà, après, donc... Le lobby en tant que tel, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est pas forcément un gros mot. Ça peut être, mais alors simplement c'est une conception de la mais politique, vous voyez ce texte qu'on va voter tout à l'heure pour plus de transparence va percuter celui qui a été vidé de sa substance à l'Assemblée nationale sur les cabinets conseils, qui a été un travail remarquable de ma collègue Éliane Assassi et voilà sur les cabinets conseils où on a voté une proposition de loi parce que là il y a de l'ingérence, et là, il y a de l'influence, et là, il faut de la transparence. Et donc, le travail de la commission d'enquête d'Éliane Assassi et Arnaud Bazin, dont je faisais aussi partie, on a fait un travail absolument remarquable. On a voté une proposition de loi qui était tout à fait bien, qui a été absolument, complètement vidée de sa substance à l'Assemblée, et qui revient le 28 mai au Sénat. Donc, rendez-vous le 28 mai pour voir quel est le degré de transparence, parce que là, c'est du lobbying. Est-ce que, en matière de démocratie, est-ce que le citoyen, est-ce que le politique est suffisamment conscient, justement, de la gravité et de l'ampleur de ces ingérences? Est-ce que dans le débat public, on se rend compte, parce que ce soit des cyberattaques ou de l'ingérence, c'est quasi tous les jours, un petit peu partout. Est-ce qu'on a vraiment conscience de ça? Mais je pense qu'on finit par pas l'être suffisamment. Donc nos services nous rappellent à l'ordre régulièrement. Je pense qu'ils ont raison. Parfois, on manque de prudence. Après, vous avez des choix personnels. Je veux dire, ça, c'est autre chose. Mais je crois que le système qui consiste déjà depuis plusieurs années à avoir des procédures de transparence, à avoir des commissions de déontologie au Sénat, etc., ou à l'Assemblée d'ailleurs, je pense que ça, c'est la bonne méthode, parce qu'en plus, c'est consultable par les citoyens. Bon, le problème de la décrédibilisation de la parole publique, elle est globale. Elle n'est pas seulement liée à ça. Mais je pense que quand même, si on suit un peu les règles qui sont fixées, c'est quand même mieux de les suivre. À la fois la déontologie et à la fois la transparence de la haute autorité, qui est quand même, quand vous devez faire votre déclaration de patrimoine, d'activité et d'intérêt, je veux dire, vous sentez quand même l'épée de Damoclès qui est là, et vous savez que si vous commettez des erreurs, c'est le parquet financier derrière. Si vous trafiquez vos comptes de campagne, c'est l'annulation de l'élection. C'est comme un troisième tour, les comptes de campagne. Enfin, il faut quand même pas non plus penser qu'on est dans la brousse. On est quand même dans un système où on est quand même très très surveillé. Je vous rappelle quand même qu'il y a 20 ans, les parlementaires touchaient leurs frais de mandat en espèces. C'est vrai. Et les membres des cabinets ministériels aussi. Voilà. Bon, donc si vous voulez, tout ça a beaucoup évolué, et à mon sens, dans le bon sens. La justification des frais de mandat, etc., ça me semble d'une évidence absolue. Bon. Mais c'est aussi un pas qui a été fait au cours des années. Merci Monsieur Cahuzac, mais il fallait le faire. Non mais vous comprenez bien qu'il y a un scandale, une loi. C'est comme ça que ça marche en France. Que ce soit pour ça ou pour le reste. Bon, alors après on fait pas tout très bien, on fait pas tout parfait. Mais je vous assure que la haute autorité de la transparence et la commission des comptes de campagne sont deux instances que les uns et les autres on respecte avec une crainte révérentielle absolue. Et je pense que c'est normal. Philippe Bilger. À votre avis, Madame la sénatrice, si on
admet, je n'en sais rien, que la France est victime plus que d'autres pays de certaines ingérences étrangères. Est-ce que ça veut dire que notre pays est faible d'une certaine manière, qu'on le prend un petit peu en sachant que c'est une victime presque toute désignée, ou est-ce que ce serait une erreur de le croire ? Non, moi je pense que les gens qui font des ingérences ici ou là essayent. Après, on a des services qui sont à la hauteur. Moi, j'ai absolument aucun doute sur nos services. Je crois pas qu'on soit particulièrement faible. Je crois que la France veut être partout en matière de diplomatie. Je crois qu'elle a une voix. Enfin, je veux dire, moi, je suis de la vieille école. Je ne critique pas mon pays ni à l'étranger ni. Bon, après, on peut avoir des positions différentes. Non, mais c'est important. Bien sûr. En plus, j'ai qu'un seul passeport et j'y tiens. Voilà. Donc, Vous avez peur d'une déchéance de nationalité? Non, mais je veux dire, je peux même pas de double allégeance ici ou là. Voilà. Bon, moi, je suis sénatrice française, j'ai aucun problème avec ça. Et si on attaque la France, alors de toute façon, moi, c'est normal que je réplique. Non, je crois pas qu'on soit particulièrement faible. Je crois qu'on est au Conseil de sécurité des Nations Unies. On a une voix, on a le plus grand réseau diplomatique quasiment du monde. On a des positions fortes partout. La France est attendue. Et je pense qu'essayer de saper ses fondements fait partie de la guerre hybride telle qu'elle existe aujourd'hui. Juste, pardon, est-ce que cette loi a une résonance forcément en Europe? Est-ce qu'il y a une loi analogue quelque part chez nos voisins? Est-ce qu'on le sait, ça? Alors, aux États-Unis, au Canada, ça se registre avec d'autres, des petites variantes. Encore une fois, le texte qu'on va voter cet après-midi, enfin ce soir, est un texte très très limité. Il a 4 articles. Il n'a pas du tout l'ampleur ni sur le numérique, ni sur d'autres sujets qui sont évoqués ou pas dans le travail qu'on fait au fond sur la commission d'enquête dont vous avez cité tout à l'heure le président et le rapporteur. Là, il y aura probablement évidemment d'autres préconisations. C'est un texte qui est très limité. Au sujet de transparence des lobbies et des personnes approchées. C'est un texte réduit dans son périmètre. Olivier d'Artigol. Oui, il ne faudrait pas tomber dans une image un peu doucereuse d'une France attaquée et victime. En tout cas, elle est peut-être affaiblie, on l'a vu dans la zone océano-pacifique, avec l'affaire des sous-marins australiens. On l'a vu au Sahel, dernièrement, avec ce qui s'y passe et avec l'arrivée de l'influence russe et aussi chinoise sur certains aspects. Mais je suis certain que la France agit, par ailleurs, sur certains sujets pour faire grandir elle aussi son influence ailleurs. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où chacun essaye de faire grandir son influence sur des aires géographiques, dans des domaines, sur des filières industrielles y compris. On a une politique d'influence au Quai d'Orsay, et là il faut faire venir le ministre à la fois de la Défense et le ministre des Affaires étrangères pour vous parler. Nous ne sommes pas sans agir non plus. Pour vous parler du rayonnement de la France et ce qu'on appelle la politique d'influence. On a des alliances françaises partout. La langue française est utilisée aussi comme réseau. Enfin tout ça fonctionne. Mais on est dans une période particulièrement troublée. Et on a évidemment les réseaux sociaux, on a la décrédibilisation de la parole publique, et tout ça crée évidemment beaucoup de perturbations. Merci beaucoup Madame la sénatrice Nathalie Goulet. Merci à vous. Sénatrice centriste, vice-présidente de la commission d'enquête sur les influences étrangères. Dont je ne vous ai pas parlé. Absolument, dont vous ne vous avez pas parlé. Mais vous garderez donc votre passeport. Vous avez dit une phrase qui résonne chez moi: un scandale, une loi. On a un jeu ici qui s'appelle le qui c'est qui l'a dit. Un scandale, une loi. Je vous préviens, je peux changer les règles en 2 jours. Merci beaucoup. C'est sûr, c'est toujours comme ça. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Mickaël Sadoun. Merci beaucoup Olivier d'Artigol. Dans un instant, on va vous parler de la profession des pharmaciens aujourd'hui. Maillage territorial incroyable. Ils seront en tout cas dans la rue le 30 mai prochain. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons